non, on est déjà rendu au Ils moment. ont, Hey, salut, Iwan. On est rendu au moment Jason Selected de la soirée. Salut, Jason. Hey, bonjour, bonjour. Comment tu keys? Keys pas pire, keys pas pire. Là, Et tu m'entends bien avec le micro? ouais, certain. Parfait, parfait. Salut Jason. Écoute, grosse semaine, grosse semaine. Vous voyez à l'écran, c'est un poster de propagande finlandais. Ça date d'environ 1939. Quelque part entre 1939 et 1944. Ça dit dans le fond, c'est fermez votre gueule, les Soviétiques écoutent. Ça s'adressait à la population. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. La Finlande était en guerre avec l'URSS. Puis là, on voit l'espèce de Staline représentant les Soviétiques. Là, il y a les traits de Staline qui écoutent. Ouais. Là, vous voyez, il y a des genres d'écoute dans les oreilles. Il écoute les conversations de la population civile finlandaise. Parce que, bien sûr, on a la raison pourquoi, comme soudainement, je me mets à parler de la Finlande puis de l'URSS dans un show que d'habitude je parle de la guerre en Ukraine, c'est que je trouve qu'il y a quand même des gros développements que cette guerre en Ukraine-là a créé. Notamment la demande de l'adhésion à l'OTAN faite par la Finlande et la Suède. Oui, ça change la donne pour longtemps, ça, là. La Finlande était neutre depuis 1945, 1944. Et même là, il y a eu quelques fois pendant la guerre froide où on l'accusait presque là, d'être un petit peu copain-copain avec les Soviétiques quelquefois. OK, oui. Là c'est complètement changé. Là. La Finlande a brisé, pas a brisé, mais comme veut maintenant rejoindre l'OTAN pour se protéger de la Russie parce que la Russie a envoyé un message qu'elle n'était pas un partenaire fiable et que c'était dangereux. On va voir pourquoi ça l'a fait freaker out les Finlandais. Il y a une longue histoire entre la Finlande et la Russie. On a tendance à associer beaucoup la Finlande avec la Suède, son petit cousin suédois, mais pendant une grande partie de son histoire, la Finlande a été, comme l'Ukraine, un vassal du tsar de Russie. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu à ce soir. Là. On va faire comme un peu un retour là-dessus. Et par la bande, on va voir ce que ça veut dire pour l'alliance avec l'OTAN. Puis pourquoi la Turquie vient fucker le chien là-dedans. Parce qu'on va parler aussi de la Turquie aussi. Oui, la Turquie a le rapport là-dedans. Vous allez voir, dans le fond, c'est vraiment là, un excellent exemple de comment la guerre en Ukraine est en train de déborder en dehors de ses frontières. Ouais. Comment qu'elle refaçonne l'Europe. Je vais t'inviter à passer à la slide suivante. Attends un petit peu, là. Si on revient, mettons, à ce qu'on a appris avec Stéphane, à ce que tu nous as montré aussi dans les Jason Selected précédents, la Russie a manqué à sa parole. Donc, je veux dire, au-delà de tout le reste de la guerre, même si ça se finit, puis le reste, là, il y a des alliés de la Russie qui voient que n'importe quand, ils peuvent décider que ça marche plus. Fait qu'effectivement, ça change la patente. On va même voir, là, j'ai des petites vidéos là-dessus, justement, là, les ententes que Poutine a régnées, en fait. Je vais t'inviter à passer à la suivante. Tu vois, ça vient de BBC. Le sondage date du début mai. Le support de la Finlande envers l'adhésion à l'OTAN a monté à 76% en mai 2022. Alors qu'en février, tu vois, c'est en up from 72%. Il était à 62% en mars et 53% au début de la guerre et probablement moins que ça là, l'année passée, mettons. La Finlande, c'est tout le temps targué là, d'être le pays neutre, de ne pas se mêler des chicanes des superpuissances. Parce qu'elle est pognée, en fait, par sa situation géographique. On va le voir avec les cartes tantôt. Elle est pognée en sandwich entre l'hégémonie russe et l'Europe de l'Ouest. Ouais. Elle est un peu comme. C'est pas un gros pays, hein, la Finlande. Il y a moins de Finlandais qu'il y a de Québécois. Là. C'est en termes de population. Plus? Ok, je savais pas ça. OK. Hey. Puis on est. C'est comme le seul pays comme plus slave aussi de tous les pays scandinaves. Là. Oui, ça on va le voir aussi. C'est un beau melting pot. Puis comme j'ai dit, on fait longtemps partie de la Russie. Qui sont un peu mélangés. Là. Ce qu'on voit ici, c'est une carte de 1908, à l'ère de Napoléon.
Un truc que beaucoup de gens oublient souvent, tu sais, on associe souvent Napoléon avec une retraite en catastrophe sous un hiver russe, hein, Oui, c'est vrai. la grande armée. Mais avant que Napoléon décide de faire la guerre à la Russie, de conquérir la Russie, il était allié avec la Russie en 1808, Napoléon, pour combattre notamment l'Empire autrichien et aussi l'Empire suédois. L'Empire suédois, c'était à l'époque quand même un pays assez puissant là, dans le concert de l'Europe, même s'il était un peu en déclin là, par rapport à son pic qui était dans les années 1600. Pour combattre, dans le fond, les Autrichiens, les Allemands et surtout les Suédois, Napoléon a fait une alliance avec la Russie. Donc, dans le fond, ils se sont partagés le monde. Et la Finlande, à cette époque-là, depuis longtemps, faisait partie du royaume de Suède. Donc, ça l'a incombé à la Russie d'envahir la Finlande. Puis la Finlande, ben, en fait, la Suède ne pouvait pas compter sur le support de ses autres alliés protestants là, dans le reste de l'Europe parce que, notamment, le fait qu'eux étaient occupés avec la formidable armée de Napoléon. Fait que les Suédois se sont retrouvés à devoir combattre la Russie. On appelle ça la guerre. C'est une des nombreuses guerres qu'il y a eu entre la Russie et la Finlande. Là. Il y en a plein à cette époque-là. Dans le fond, les Russes ont envahi complètement le territoire finlandais. Si tu peux passer à la slide suivante. Et c'est à partir de 1808, là, de 1809, on voit ici là, les dates des importantes batailles, là, le Savard, Gif. Là. Je ne veux pas trop vous embarrasser avec ça ce soir, mais c'est simplement pour comprendre qu'à partir de 1809, la Finlande, qu'on voit très bien sur la carte, devient partie intégrante là, de l'Empire russe. Ah, la belle époque. Bon. La belle époque. Oui, puis ça va être comme ça pendant vraiment longtemps. Ça, on est en 1809. Ils vont être obligés de signer leur capitulation. Et pendant longtemps, là, la Finlande est un des nombreux, tu sais, j'en ai souvent parlé, là, que l'Empire russe, c'est une espèce de gros melting pot multiculturel de plein de langues, plein de peuples. La Finlande, ça en fait partie. À partir de ce moment-là, on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a ici, là, ça c'est le fun, ça c'est en 1820. C'est une carte là, de l'Empire russe. On voit encore, là, hein, c'est 12 fuseaux horaires. Ah, c'est le fun de voir c'est le fun de voir les chaînes de montagne. Là. Ouais, ça c'est nice. C'est une habitude qui s'est perdue d'ailleurs. La Finlande, hein, on voit qu'elle est dans l'extrême, là, un peu comme sur la frontière contre la Suède. Une des raisons pourquoi la Russie tenait tant à envahir la Finlande, j'en ai souvent parlé sur notre show, c'est que la Russie est un peu isolée des océans du monde. Notamment, il faut qu'ils passent par ce qu'on appelle le golfe de Finlande, hein, littéralement, pour accéder à l'océan Atlantique. Il faut qu'ils passent en dessous de la Finlande et de la Suède avec leurs bateaux, à partir du port de Saint-Pétersbourg. Ça avait été fondé par le tsar Pierre le Grand. Et Saint-Pétersbourg est super collé, comme l'autre bord de la baie. Là, tu peux quasiment, en une journée de bateau, tu as la Finlande qui est de l'autre côté de la baie de Saint-Pétersbourg. C'est directement en face. La Russie a tout le temps eu un intérêt à voir que la Finlande ne soit pas un régime hostile à ses intérêts. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a eu de nombreuses guerres avant qu'ils réussissent à conquérir la Finlande. Là. Il y a eu de nombreuses guerres contre la Suède, entre la Russie et la Suède. Et c'est un peu là, une des raisons principales pourquoi ils faisaient la guerre à la Finlande. Et aussi une des raisons, hein, j'en ai souvent parlé, pourquoi la Russie fait autant la guerre en Ukraine et la Crimée, c'est pour garder son accès à la mer Méditerranée, qui est le seul port en eau chaude qu'ils ont eu pendant longtemps. Parce qu'oubliez pas que le golfe la mer de Noire, Finlande, là, par contre, la mer halte, c'est gelé pendant l'hiver. Les bateaux ils passent difficilement. Fait que c'est ça. Si tu veux avoir des bateaux toute l'année qui peuvent s'en aller, ça te prend ça, puis il faut que tu prennes le Azov Fast. Tout ce qui est autour de la Crimée. Là. Alors, on va passer à la slide suivante. C'est gros en acier, hein, pareil.
Bon, on se souvient, en 1900, il y a la Première Guerre mondiale en 1914, ça se passe vraiment mal pour les Russes. Le peuple se révolte. Je fais l'histoire courte, là. Oui, on Le l'a peuple se vu révolte, anyway, il renverse le dans. tsar, il y a Le la peuple. révolution bolchevique. Et une des offres que fait Lénine quand il prend le pouvoir, hein, quand les bolcheviks prennent le pouvoir en 1917, l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que pour pas que les différents peuples qui composent l'Empire russe s'opposent trop farouchement à la révolution bolchevique, il leur offre que ben, si vous voulez crisser votre camp, vous pouvez. Puis comme j'ai déjà mentionné, cette tactique-là sous-entendait, Lénine, il se disait, de toute façon, les communistes dans vos propres villes vont prendre le pouvoir, puis ils vont revenir de notre bord. C'était le calcul que faisait Lénine quand il a dit à tous les peuples de l'Empire russe, si vous voulez vous en aller, vous pouvez, faites un référendum. Fait que la Finlande va se détacher à ce moment-là de l'Empire russe. De 1918 à 1920, il y a une guerre civile en Finlande. Là, ce qu'on voit là, c'est la Finlande en 1920, là, avec toutes ces espèces de divisions géographiques, là, un peu comme nos régions. Oui, à nous, parce là, qu'ils faisaient toute partie de l'Empire russe, pas nécessairement de la Finlande, fait qu'ils pouvaient tous eux autres aussi se séparer. Genre. Ouais, là, ils vont former la République de Finlande, mais il va y avoir une grosse guerre civile, ça ne sera pas décidé tout de suite. Ben oui, pas Entre les question qu'il y ait différentes plein de factions morts. idéologiques Qu'il y ait pas en plein de Finlande. OK. Il y a notamment les communistes, bien sûr. Eux, ils vont vouloir rester annexés à l'URSS. Mais c'est eux qui vont perdre cette guerre civile-là en Finlande. Et c'est les conservateurs qui vont l'emporter dans ce conflit-là. Tu as notamment un homme qui va devenir très important là, dans ce qu'on raconte. Il s'appelle Carl Gustav Emil Mannerheim. Lui, c'était un gars de la haute société finlandaise, là, un conservateur militaire. Il avait été notamment un militaire sous l'armée du tsar dans la guerre contre le Japon. Il avait été présent notamment lors de la coronation du tsar Nicolas II. Là. Il OK. était parmi dans la garde d'honneur. Lui, c'est un farouche nationaliste. Il va devenir un farouche nationaliste finlandais. OK. Il va devenir notamment le régent de Finlande dans ces années-là, 1918-1919. Il va être le leader militaire de la faction comme anti-soviétique en Finlande. Et il va rester là comme dans le haut commandement de la Finlande jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va devenir un des premiers présidents finlandais de l'après-guerre. Je vais revenir sur lui tout à l'heure. Si tu peux passer à la slide suivante. J'aime ça, Mannheimer, comme nom de famille. Ça me fait penser à voyons, le deuxième, là, le film avec Leslie Nielsen. C'est ben niaiseux, je me rappelle pas, il était un policier. Anyway, il y a des gens qui ont compris. L'agent Felizio, là, quelque chose genre? Ouais, c'est ça. L'agent Flafax? Ouais, c'est ça. Attache-toi pas trop à Mannerheim, là, parce que bon. l'histoire n'est pas très tendre dans son propos. Excuse-moi. Donc, tu sais, l'URSS, surtout Staline, avait comme pas tout le temps digéré, là, comme j'ai mentionné pour les raisons géographiques que je parlais tout à l'heure, que la Finlande devient un pays indépendant, même un peu hostile à son égard. Fait que, tu sais, il y a eu comme une espèce de paix là, entre l'URSS et la Finlande, mais tout ça, ça va chier en 1939. Ce qui arrive en 1939, ben on le sait tous, hein, ça commence par le pacte germano-soviétique. C'est lorsque l'URSS et l'Allemagne nazie font alliance. Ils font un genre de pacte de non-agression. Et ils se divisent l'Europe en sphères d'influence. Bon, notamment l'ouest de la Pologne, ça s'en va à l'Allemagne. La Finlande, dans leur division du monde, ça s'en va à l'URSS. Hey, c'est pas pire, hein, de se diviser des affaires à quelqu'un d'autre avant même de les avoir. En tout cas, c'est pas pire, ça. C'est pas pire. Ouais, Ouais, c'est pas le parc, tu sais, on présente souvent Staline comme le gars qui a battu les nazis, là, puis qui a comme mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Mais on oublie souvent que c'est un peu lui qui l'a starté avec Hitler, là, parce qu'il s'entendait, au début, c'était pour des raisons purement pragmatiques, là, de pas se piler sa tête un l'autre, là, ils se faisaient pas confiance pantoute. Et ils ont fait une espèce d'alliance là, OK, on se touche pas, pacte germano-soviétique, on se divise l'Europe, et au lieu que nos deux armées se foncent une sur l'autre,
Ils vont foncer sur les pays qui sont autour de nous et entre nous. Fait que en novembre 1939 commence ce qu'on appelle la guerre de l'hiver. Et ça, c'est très, très, très présent dans la psyché des Finlandais, même s'il ne doit plus rester beaucoup de monde en vie en 2022 qui ont connu ça. C'est constamment répété dans leur cours d'histoire. C'est une des raisons pourquoi ils veulent autant adhérer à l'OTAN. Moi, je pourrais dire ça. Ils ont connu ça, l'invasion russe, un peu comme l'invasion ukrainienne. OK. Dans le fond, l'armée soviétique va se jeter sur la Finlande pour, dans le fond, comme j'avais dit, là, tu vois en bas ce qui est Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg qui avait changé de nom. On l'avait nommé La ville de l'honneur Lénine. Ben oui. Mais on voit très bien sur cette après carte-là à Saint-Pierre, quel Lénine. point Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Leningrad à ce moment-là, est en genre de sandwich là, avec la Finlande. Là. Tu vois le golfe de Finlande à gauche? Là? Ah oui, oui. Si, mettons, tu pars en bateau ici, puis tu t'es chicané avec tout ce monde-là, c'est plat. Ouais. C'est plat. Tu as Helsinki, qui est la capitale finlandaise à gauche. Fait que l'armée soviétique va mettre le paquet là-dessus. Ils vont vraiment là, envoyer une grosse armée. Mais le problème de l'armée soviétique à l'époque, c'est que Staline venait de faire, dans la même année, des purges des officiers qui étaient qui pensaient qu'il serait problématique, là, essaierait de renverser Staline. Fait qu'il avait fait une grosse purge du corps d'officiers, ce qu'on appelle les fameuses purges staliniennes. L'armée soviétique c'était comme un peu comme en 2022, là, c'était une grosse coquille vide. Mhm. Fait que, tu sais, ils étaient vraiment beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux armés que la Finlande. Mais les Finlandais leur ont fait là, des pertes là, vraiment énormes, notamment en faisant de la guérilla. C'est de là d'ailleurs que vient le terme cocktail Molotov. Ah! Cocktail Molotov en tant que tel a été inventé pendant la guerre civile en Espagne en 1936. Mais son nom de cocktail Molotov, ça vient des Finlandais. Parce que celui qui avait signé le pacte germano-soviétique, c'était Molotov, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'URSS. Mhm. Puis qui était un peu celui que Staline envoyait parler pour justifier pourquoi l'URSS devait envahir la Finlande. Mhm. Fait que les Finlandais, en genre de blague, avaient dit Monsieur Molotov, on vous a préparé des cocktails, venez-vous-en. C'était des bouteilles remplies de gaz que la population civile pouvait lancer sur les tanks russes. C'est une grosse guerre de guérilla. Cette guerre-là, la guerre d'hiver, là, qui a juste duré le temps là, de décembre, puis au mois de mars, c'était fini. On parle de 70 000 morts du côté finlandais Quand même, hein, c'est et énorme. 381 000 Oh my God. côté soviétique. Je suis sûr que les Soviétiques, ils ont dit on a perdu 1300 soldats, puis eux autres, 700 000. Ouais, bon, tu sais. Fait que mais cette guerre-là a eu deux gros impacts majeurs. Passe à la slide suivante. Qu'est-ce que ça fait de la viande, hein, mon chum? On vient de Mais, parler de 400 000 personnes, là? Ouais, en 2 secondes. Tu vois, l'URSS va. Ah, excuse-moi. Recule. L'URSS va gagner militairement, va atteindre ses objectifs, mais à un coût vraiment énorme. Tu vois, là, on voit là, la carte à gauche, t'as décembre 1939, puis tu vois à quel point ils ont avancé à partir de mars 1940 pour comme dégager là, les alentours de Leningrad. Ouais. Sur la carte à droite, je ne vais pas aller là tout de suite. Là, ils signent une genre d'armistice en mars 1940. Et cette guerre-là va être beaucoup observée par les nazis. Là. Hitler et cette gang-là observent beaucoup ce qui se passe en Finlande parce qu'ils savent qu'éventuellement, la Deuxième Guerre mondiale a déjà commencé. Là. En mars 1940, là, 2 mois après, l'Allemagne nazie envahit la France. Ouais. Hitler sait qu'à un moment donné, il va faire la guerre à l'URSS, fait qu'il observe beaucoup. Il y a beaucoup d'observateurs allemands là, qui se rendent, des espions, puis ça, qui se rendent en Finlande pour checker comment ça se passe, l'armée russe. Ils voient que ça va pas bien. Puis, souvent, la décision d'Hitler d'envahir l'URSS en 1941, un de ses gros arguments qui l'a aidé dans cette décision, c'est la piètre performance de l'armée soviétique pendant la guerre contre la Finlande. Gotcha. Tu sais, ça va beaucoup le motiver. Ouais. Puis c'est là que j'ai tellement de la misère à prononcer son nom. Mannerheim devient un personnage un peu controversé dans l'histoire parce que, par nécessité, la Finlande va s'allier avec l'Allemagne nazie.
partir de l'invasion de l'URSS. Jason? C'est là qu'il va y avoir notamment la rencontre. Mannerheim va aller rencontrer Hitler. Ils vont se rencontrer les deux dans un train. Et, pour négocier là, toute leur patente, tout ça. Ouais. Cette rencontre-là, c'est le seul enregistrement audio qu'on a, une conversation d'Adolf Hitler qui n'est pas un speech. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il était très mythique là-dessus, Hitler. Là. Pendant longtemps, il voulait pas qu'il y ait d'image de lui qui se promène. Pour le voir, il fallait que tu ailles à ses meetings puis ces affaires-là. Là. Ouais. En fait, ça a juste été rendu public dans les années 50 à partir des archives finlandaises. OK. Et moi, je vous invite à aller le voir. Là. C'est disponible sur YouTube. Et tapez Hitler Mannerheim sur YouTube, vous allez le trouver. Ils discutent notamment beaucoup à quel point ils sont impressionnés que l'armée soviétique est capable d'avoir des grosses pertes en hommes et en tanks, mais quand même continuer à faire la guerre. Là, puis c'est très révélateur. Puis il y a une grosse anecdote là, qui est un peu qui a solidifié la légende de Mannerheim au cours de cette rencontre-là. C'est que Adolf Hitler était c'est probablement sa seule qualité, selon moi. Là. Il haïssait la cigarette. C'est genre de notoriété à l'époque à quel point Adolf Hitler veut pas que tu fumes en avant de lui. OK. Puis Mannerheim savait que Hitler allait lui demander beaucoup de choses là, pour la guerre contre l'URSS. Puis il voulait gager à quel point il était en position de force face à Hitler. Fait que dans la face à Hitler, pendant qu'Hitler est en train d'y parler, Mannerheim s'est allumé un gros cigare. Puis, Hitler, selon la légende, Hitler n'a pas dit un mot. Il a continué à parler. Puis Mannerheim a fait OK, c'est comme. Ouais, il me respecte. Il me respecte. Ouais. Tabarnak. C'est rentré dans la légende. C'est bon, mais bref, à partir de cette rencontre-là là, et d'autres, là, la fait Finlande. Hitler, c'était un nazi avec les cigarettes. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, la les Finlande va se battre aux côtés des Allemands, de l'Allemagne nazie contre l'URSS. Ils vont notamment participer au siège de Leningrad, là, qui est comme une des pires batailles de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ils vont essayer de prendre Leningrad, qui est maintenant connu aujourd'hui comme Saint-Pétersbourg. Bon, on connaît la suite. Hein? Les Soviétiques vont quand même prendre le dessus, repousser l'armée allemande. Et les Finlandais vont se mettre un peu à capoter là, quand ils vont voir que l'Allemagne nazie est en train de se faire planter plus au sud que eux. Fait qu'ils vont signer un armistice séparé en septembre 1944 avec l'URSS. L'URSS est bien content de signer ça parce que, dans le fond, ça les libère dans le nord pour pouvoir se concentrer sur l'Allemagne nazie. Ouais. Mais cet armistice-là, quand même, va faire en sorte que la Finlande va perdre beaucoup de territoire. Ce qu'on voit sur la carte à droite, là, la Carélie, le Sala, le Pestamo, whatever, j'ai misère à prononcer ces noms-là. Là. Mais la Finlande va perdre beaucoup de territoire. Puis à partir de ce moment-là, ils vont se faire comme une espèce de politique étrangère parce que là, éventuellement, l'Allemagne nazie perd, puis là, le monde devient divisé en deux entre l'OTAN et l'URSS, c'est la guerre froide. Donc, la Finlande va adopter comme politique étrangère de rester neutre, de jamais trop faire chier un ou l'autre pour plus se retrouver dans cette situation-là. Ouais. Je vais t'inviter à passer à la slide suivante. Ben, moi, y aller avec plaisir. Ah, c'est le fun, ça. J'ai hâte de voir la Turquie va arriver. Tantôt, quand t'étais pas là, Jason... Ça, c'est pour le fun, j'ai mis, c'est un pamphlet de propagande soviétique pendant la guerre, pendant cette guerre-là, qui distribuait aux Finlandais pour leur expliquer à quel point Mannerheim, c'est un trou de cul. Dans le fond, c'était accompagné d'autres sortes de pamphlets. Là. Ça, c'est lui, lui, des pamphlets ça? de propagande. J'aime bien, là, j'ai mis la traduction en français à droite. Ça dit, dans le fond, c'est le bourreau Mannerheim. Puis là, il fait comme un peu comme son histoire. Là. Tu vois, il dit « Sur le payroll sanglant de l'empereur russe Nikolai en 1910 », ça, c'est ce qu'on voit à gauche, là, où comme il baise le pied de l'aigle russe. Ouais, okay. Le bourreau du peuple finlandais en 1918, ça fait référence à la guerre civile que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a quand même tué des milliers de Finlandais. Là. Et en 1939, il décrit, tu vois, il y a une genre de grosse poche d'or. Là. C'est de l'or que Mannerheim reçoit du sang des ouvriers et des paysans finlandais. Et en haut à droite, ça dit c'est le serviteur des banquiers anglais, le provocateur de la guerre anti-soviétique.
Bon, ben, Dans la pas- propagande soviétique de l'époque, un peu comme la propagande de nos jours, les Finlandais sont dépeints comme les initiateurs de cette guerre-là. Là. Tu sais, c'est à ouais. cause d'eux qu'on est obligé de les envahir. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est plein de nazis. C'est pour ça qu'on s'est allié avec les Allemands, c'est pour aller tuer les nazis. Avec les Allemands de 1939, avec eux autres, on va être capable de se débarrasser des nazis. Tantôt, quand t'étais pas là, Jason, j'ai présenté la Turquie, la Finlande, puis la Russie comme étant Archie, Betty, puis Véronica, une espèce de triombe, là. Mais ça n'a pas Ouais, rapport. Finalement, c'est pas ça pantoute, je me suis trompé, je voulais juste m'excuser. Bon. Puis T'as- depuis que tu as t'as parlé fait de de la- Mannerheim, moi j'imagine que c'est Ron Swanson de Parks and Recreation. Là. Me semble je le vois comme viril puis qu'il a raison. Là. C'est ça, les sciences politiques Kekkonen was the long- citoyennes. Ok, pace pause. Là, on va aller voir un petit vidéo. Je vous m'excuserez, je ne l'ai pas en français. C'est vraiment, ça explique dans le fond là, toute la neutralité de la Finlande dans les années suivantes, mais aussi comment l'Europe, l'Union européenne, s'est construit pour prévenir la guerre. Ça, c'est une excellente vidéo. Là. C'est d'un Danois qui a fait cette vidéo-là, un spécialiste en droit. Donc, c'est à propos du celui qui va devenir le président finlandais à partir des années 50, qui va mettre en place cette politique de neutralité, mais aussi, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Il va parler de comment l'Europe n'a pas été en guerre pendant 50 ans, en fait, jusqu'à les années 90. Là. OK? Et surtout 2022, il fait un genre de gros parallèle avec ça. Je t'invite à peser sur Play et Attends, on écoute une attentivement. seconde, j'aurais une question pour toi, Jason. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu expliquais que l'Allemagne nazie s'était alliée avec la Finlande contre la Russie, finalement. Comment Oui. se fait-il qu'elle elle ait choisi ça quand elle avait un pacte de non-agression avec la Russie? Elle s'est alliée quand elle a brisé parce que l'Allemagne nazie a envahi par surprise l'URSS un an après la guerre. Oui, T'as la guerre d'hiver qui Ouais. finit en mars 40. Là, l'Allemagne nazie a envahi la France, l'Ouest, là, tu sais, Oui. c'est la bataille d'Angleterre, ces choses-là. Et très vite, Hitler se rend compte qu'il est en train de manquer de gaz et surtout tous les territoires qu'il a conquis, il n'est pas capable de nourrir tout le monde. et donc il brise Puis, le pacte c'est là en qu'ils vont 42. arriver à leur dire un excellent livre d'Adam Tooze là-dessus là, qui s'appelle le salaire de la destruction, là, que je recommande à tout le monde. C'est le meilleur livre ever sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est que Hitler, il se dit, bon, j'ai mon pacte, fait que mon côté S, j'ai la sainte paix pendant que je fais la guerre aux Américains, Oui. puis les Américains n'étaient pas encore en guerre, là, Mhm, mais tu sais, mhm. aux Anglais et aux Français, etc. Mais les territoires qu'il a conquis, comme notamment la France, le Danemark, tous ces territoires-là, ils ont de la misère à fournir la bouffe. Parce que toutes Ouais. les chaînes d'approvisionnement sont déréglées à cause de la guerre. Oui. Qui cherchent une grosse source d'approvisionnement de bouffe, ça c'est l'Ukraine. Et de Mhm. gaz, ça c'est le Caucase, au Ouais. sud de Stalingrad. Oui. C'est là qu'il prend la décision au printemps 41 d'envahir l'URSS, de briser le pacte C'est ça. germano-soviétique, que de toute façon, il y avait tout le temps eu l'intention de briser à un moment donné. D'accord, donc on pourrait imaginer que quand il s'est allié avec la Finlande un peu avant, c'est là qu'il a véritablement brisé le pacte avec la Russie, alors. Oui, absolument, absolument. Ok. La rencontre que je vous parlais entre Mannerheim Dans et le Hitler, train c'est en secret pis tout, là. 1941. Ouais. Ouais, avec le cigare. Donc, la Il y a un Russie, mystérieux Au caléo début, d'Agan. au début, la Finlande était ennemie de l'URSS et de l'Allemagne parce que Mhm. les deux ont fait un pacte et se sont C'est divisés. Là, tu sais. Ouais. Staline a dit à l'Allemagne, tu peux prendre la moitié ouest de la Pologne. Ouais, Moi, ouais. je m'occupe de la Finlande, puis la moitié est. Mais Ouais. est-ce que De la est-ce Pologne. qu'on sait si la Russie a été au courant du revirement de l'Allemagne avec la Finlande? Ben, pas avant, sûrement. C'est une attaque surprise là, en juin 41. Puis ça c'est très controversé. Il y a beaucoup de. C'est une question qui chicane les historiens. C'est que Staline ne considérait pas qu'il était prêt à faire la guerre à l'Allemagne nazie, qui essayait de sauver du temps. Puis tu as comme deux écoles d'historiens. Il y a une école qui dit il était niaiseux, il l'a pas vu venir, malgré que tous ses espions lui disaient hey, Hitler s'en vient, il va t'envahir. Puis tu as une autre école qui dit tu sais, le plus longtemps, tu sais, quelqu'un qui s'en vient de péter la gueule, là, tu vas pas le fesser de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Tu sais, t'essaies de. Tu sais, dehors, on va parler, viens, on va s'asseoir. Tu sais, il essaie de gagner du temps. Non, je comprends, mais ce que je me demande, c'est quand l'Allemagne a fait le deal avec la Finlande, avant que Hitler se décide à envahir la Russie, là, en tout cas l'Union soviétique, Ah, ça jouait est-ce que la dur. Russie savait
qu'il y avait cette alliance-là de l'Allemagne avec Moi, je la suis pas mal Finlande? sûr que leur espion était au courant, mais la Finlande est redevenue en guerre avec l'URSS en même temps. Le 25 OK, mais juin, ça là, que n'a pas été une la affaire guerre officielle, là, reprend. alors. Donc, tu sais, ça fait partie. L'entrée en guerre de la Finlande. Parce que là, dans le fond, c'est la Finlande qui va attaquer l'URSS, contrairement à ce qui s'était passé en 1939. Voilà. C'est au même moment que l'Allemagne nazie attaque L'URSS. l'URSS là, à travers la Pologne puis l'Ukraine. Spécial, hein? C'est vrai. Ouais. Voilà, fait qu'on écoute Merci. le vidéo. Il n'y a pas de guerre depuis 50 ans en 2002. Longest serving president of Finland and a diplomat of legendary skill. At the height of the Cold War in 1975, Kekkonen hosted a European peace conference in Helsinki. Kekkonen had noticed that at that particular time, every European leader had personal experiences of the Second World War. That the generation who had fought and suffered the Second World War were now ruling their respective countries. Dans le fond, ce qu'il vient de dire, en gros, c'est que le président de la Finlande, en 1975, au sommet de la guerre froide, a organisé un sommet de la paix pour inviter un petit peu tous les pays d'Europe à y participer. Et il s'est rendu compte que toutes les personnes avec qui il a parlé avaient une expérience personnelle de la Deuxième Guerre mondiale, en ayant été comme sur le terrain ou autre chose. Et j'ai oublié, il me semble qu'il y avait un aspect. At the peace conference, Kekkonen successfully invoked the horrors of that war to argue to Europe's leaders that there was a duty for them to not let such a catastrophe befall Europe again. And his Oui, c'est ça. C'est que le fameux jamais plus. Là. Ouais, c'est ça. Ça revient à... appeal worked. The result were the Helsinki Accords, a treaty by which all European countries, no matter if Western Bloc, Eastern Bloc, NATO, Warsaw Pact or neutral, agreed to respect the borders, sovereignty and territorial integrity of every other European Ça country. sert de These papier de accords toilette. cemented diplomacy voyons as the donc. number Mais one écoute, foreign c'est intéressant, policy tu vas voir. priority of each and every single European country. Fait que in its là, foreign on fait un beau pacte qui dit que tous les pays de l'Europe, peu importe du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest, vont respecter la souveraineté de chacune des frontières des pays délimités dans ce beau grand sous-continent. policy entanglements and engagements with other European countries. And this is the foundation of the modern European security architecture. When European politics is discussed, you may sometimes have heard the phrase, "in the spirit of Helsinki," which is a reference to this. Basically, after centuries in which Europeans competed in creating spheres of influence by subjecting, oppressing, and invading other Europeans, a process sometimes called the Concert of Europe, and which led to 2 catastrophic world wars, we all decided and agreed to stop. We would no longer try to force our will on others, and we would no longer attempt to create spheres of influence over our neighbors. If you wonder why you have never heard of Kekkonen, despite this important accomplishment by him, that was the point. He didn't want to become famous or win a Nobel Peace Prize. Kekkonen genuinely wanted to create a political framework and diplomatic foundation for a lasting peace in Europe. And with that in mind, he decided to do 99% of the work and take none of the credit. So everyone else could take credit for this peace agreement and thereby make it more likely to last and seem organic. The Helsinki Accords made a European war between nations impossible as long as all European nations abided by its principles. And that all nations of Europe have for almost 50 years. It became a foundation of European politics, and it set standards that European countries applied on themselves but also abroad. A majority of European countries apply the principles of the Helsinki Accords in their foreign policy. Wow, It is, for c'est example, gros the move reason pareil, why hein? so many European C'est pas countries pire que le gars oppose est- the American blockade of Cuba, and why Ah, so ça, c'est many très European majeur. countries refused to join the 2003 American invasion of Iraq. The Americans, in particular the Republican Party, came to heavily dislike this agreement. Rumsfeld infamously referred monde to l'aime, it Donald disparagingly as Old Hey, Europe c'était when toute une France époque, and ça, hein, Germany pareil. refused to join the war in Rumsfeld, Iraq. But it has also been ça, a c'était de la legitimate bullshit. impediment to security in at least one occasion. It is the reason why the Europeans didn't intervene against Serbia to stop the Bosnian genocide until it was too late.
Over the decades, this security architecture had a decisive impact on Europe. It furthered the creation of the European Union, it furthered substantial cooperation in economy, education, and culture between European nations. Starting in the 1970s, it resulted in a substantial disarmament of many European militaries because we all believed that war between European countries would no longer happen. It cemented neutral countries, in particular Sweden, Finland, Austria, and Ireland, as Europe's peacemakers. We also tacitly agreed that Europe would not become a superpower in pursuit of global geopolitical power, something the French and British very disliked. We also decided that Eastern Bloc countries inherited this agreement after the end of communism, and it enshrined an idea of furthering economic codependence as a mechanism of ensuring peace. Meaning, if we all open our markets to each other and become economically dependent upon each other, war would be far less likely. In short, we spent the last 50 years in Europe under a mutually agreed upon peace. A peace we continuously worked on to expand and secure. A peace that figures from Brezhnev to Kohl to Mitterrand to Gorbachev to Thatcher to Yeltsin to Walesa to Havel to Schröder to Chirac to Erdogan to Kaczynski to Merkel to Sarkozy and Co. all agreed upon throughout 4 generations of European politics. And in February 2022, Putin took that agreement and tore it to shreds. If you are someone who thinks Putin had some supposedly legitimate reason to invade Ukraine, you can go ahead and formalize whatever rationalization you want. In the end, it doesn't matter. Whatever excuses for Putin that you may craft together, whatever rhetorical device you can come up with to blame NATO, the European Union, the Americans, the Ukrainians, or whoever else, it is all completely irrelevant. The one and only thing that matters to everyone here in Europe is that Putin destroyed the spirit of Helsinki. Urho Kekkonen's peace Un pour la is pizza, over. l'autre pour les besoins. Hey, dude, fait qu'en gros, là, j'ai arrêté de traduire, là, mais le monsieur finlandais, plein de sagesse, a réussi à comme instaurer un accord de paix entre tous les États européens qui a duré vraiment longtemps. Puis une des stratégies qu'il a utilisées, c'est de faire comme si c'était les autres qui avaient fait l'accord, puis convaincre un petit peu tout le monde que c'était de leur faute, puis lui prendre aucun du crédit. Fait que tout le monde avait l'impression que c'était grâce à eux qu'il y avait la paix, et ça l'a permis de créer une zone au sein de laquelle il y avait plusieurs échanges économiques. Donc comme là, tous les pays sont un petit peu plus dépendants, les frontières sont un petit peu plus poreuses, on fait plus d'échanges économiques, on se parle plus, on se parle mieux, ça fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de la guerre, et même ça a expliqué aussi pourquoi les Européens ont attendu avant d'agir en Bosnie. Ça l'a expliqué aussi pourquoi Poutine, calvaire, qu'est-ce que t'as fait là? La guerre en Ukraine, ça brise un traité qui durait depuis, si j'ai bien compris, 1965. Merci, monsieur Finlandais. C'est quand même une belle histoire. J'aime beaucoup ça, la stratégie de laisser le crédit aux autres pour la patente. Et avant de te passer la POC, s'il te plaît, mon cher Jason, il y a Caléo Dagan qui est dans le chat. Vous le connaissez comme étant aussi Stéphane Roussel. Donc, je vous en prie, donnez une attention particulière à ces commentaires qui viennent de quelqu'un qui connaît ça, qui a été professeur de notre bon Jason Keyes ici, maître en bloc de l'Est, et Caléo Dagan qui écrit « Le processus d'Helsinki est né d'une demande des Soviétiques de faire reconnaître formellement les frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale et donc sa mainmise sur l'Europe de l'Est. En contrepartie, les Occidentaux leur ont demandé de parler des droits humains. Certains disent que c'est une des causes lointaines de la chute de l'URSS en 89-91. Ben moi, de ce que je viens de voir dans ce petit reportage-là, je suis stimulé positivement et je dirais que c'est certain que ça a eu un impact positif à long terme. Jason. J'ajouterais aussi que c'est surtout ce qui est important, c'est tu respectes les frontières de l'autre. Ouais. Faut pas te chercher un morceau de la tarte. Et tu veux agrandir ton pays, mettons. Hein? Ouais. C'est quand il dit pourquoi les pays d'Europe hésitaient à intervenir en Bosnie, c'était parce que ça briserait cet accord-là. L'esprit de cet accord-là, c'est que il faut que tu trouves d'autres façons que les tanks et des avions pour régler la chicane. Puis, à part quelques petites exceptions, là, comme la Bosnie, ça l'a quand même bien tenu. Là. Puis là, Poutine, il a créé un dangereux précédent. C'est que désormais, il y a plein d'autres pays qui se disent, puis ça, on va voir ça avec la Turquie tout à l'heure,
Hey, moi aussi, là, j'ai un problème avec mon voisin, là. Mon voisin plus faible. Tu sais, Ah! Là, lui, comprends? il a brisé la patente. Fait que pourquoi qu'on pourrait pas, nous autres aussi, là? C'est ça. Fait que on va passer au suivant. T'as quel âge, Ça, c'est calme? cette slide-là, ça me fait beaucoup rire. C'est Robin Philpot, on le salue. C'est un animateur de radio communautaire à Montréal. Le gars est complètement saucé, là, la chaîne débarquée. Il est en faveur là, de l'invasion de l'Ukraine. Bouge pas l'image, s'il te plaît. Non, non, Donc, j'essaye, depuis le début de l'invasion, là, c'est Les œuvres. j'essaie d'arriver Le- direct dessus. Puis là, j'en un mets. cheerleader de Poutine. OK. Puis là, on voit, là, ça m'a vraiment fait rire. Il a dit l'OTAN étend ses tentacules pour embrasser la Finlande et la Suède. Mais ne savent-ils pas que l'OTAN ne protège que contre les menaces que l'OTAN provoque elle-même? Et moi, je me suis amusé. J'ai mis en dessous le vote au Parlement finlandais 188 en faveur d'une adhésion, 8 contre, 3 absents. Mais c'est l'OTAN, c'est la pieuvre de l'OTAN qui, Ouais, c'est ça. La qui les pieuvre prend de par l'OTAN. Ils surprise. sont par partout à derrière. Chris. Il n'y a pas d'adhésion. il y a pas Bon, de c'est ça. Fait consentement. que dans le processus, la Finlande se dit. Pas suppose? Oh, oui, oh, La Finlande se dit, tu sais, la Finlande et la Suède font leur application pour l'OTAN. Pour faire application à l'OTAN, il faut que tous les membres de l'OTAN soient d'accord. Tous les pays ont un droit de veto. Ah! c'est- La Turquie, qui est, somme toute, la deuxième armée la plus importante de l'OTAN, a annoncé, suite à la demande formelle là, de la Finlande de faire partie de l'OTAN, Oh non! a annoncé que elle, la Turquie, s'opposait débarque, à hein. cet ajout. Puis la Turquie, qui n'est pas un ami de la Russie, hein. By the way, les deux saillissent depuis des siècles. Là. Je pourrais faire un show là-dessus, à quel point la Turquie et Ouais, la Russie, ça va pas ensemble. Ça me rappelle la peinture que tu nous avais montrée, là, ça avait rapport avec ça un peu, me semble. Ouais, Ouais. la lettre au sultan Ouais, c'est ça. de l'Empire ottoman. Moi, je m'en rappelle des affaires, on me dit. Donc, Toi, ton solo. malgré tout ça, la Turquie a dit wow, minute, moi, tu sais, tous les pays de l'OTAN Ah ouais, ont tout dit allait alright, bien, hein, tout le on a monde les veut Finlandais ça. et les Suédois qui changent leur neutralité qu'ils ont depuis 1945. Ils s'en Ouais. viennent dans notre party. Let's go. Puis là, la Turquie est le seul de tous ces pays-là qui fait wow, les moteurs. Fait que Wow, ça les avait, ça moteurs, avait comme wow, un les peu moteurs. rapport, mais c'était plus Archie, c'était plus l'OTAN. Fait que là, Betty, qui est la Finlande, voulait aller leur rejoindre, mais là, Véronica, qui est la Turquie, dit non, 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 c'est à moi, l'OTAN. Passe à la suivante. Et là, 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 là. Les métaphores, hein, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc, pourquoi la Turquie s'oppose à ce que la Finlande et la Suède fait partie de l'OTAN? Ben, c'est à cause de quelque chose qui se passe en Syrie et en Irak OK? et en Turquie. Ce que vous voyez à l'écran, bon, c'est une carte du Moyen-Orient. On voit la Turquie en haut à gauche, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Hein. Des choses qui ont fait beaucoup les nouvelles ces 20 Hey, puis dernières années. Chuck Bay m'a rajouté de quoi, là, mesdames et messieurs? Vous avez suivi vos cours d'histoire et le reste. On est deep croissant fertile, là. Ouais. Le Tigre, l'Euphrate, deep dans La zone. Mésopotamie. Croissant fertile time, là, tu sais. Aladdin. La tache rouge qu'on voit sur la carte, la tache foncée, c'est ce qu'on appelle, la carte l'appelle la zone kurde. C'est les populations kurdes. Les Kurdes, ils ont leur propre langue, c'est leur propre peuple. Là. Ils ne sont pas des Turcs, ils ne sont pas des Iraniens, ils ne sont pas des Irakiens, ils ne sont pas des Syriens. Ils ont déjà été au Moyen Âge la puissance dominante dans ce coin-là, notamment Saladin, c'était un Kurde. OK? Mais là, depuis l'ère coloniale, là, les Kurdes se font taper sa tête continuellement. Dans ces 4 pays-là qu'on voit sur la carte, les Kurdes sont opprimés depuis des années. La chicane est pognée tout le temps. Là. On se rappelle, on avait beaucoup entendu dans les années 90-2000 comment Saddam Hussein gazait les Kurdes. Hein. C'est une des raisons Oui. que les Américains se sont servis comme prétexte pour faire la guerre à Saddam Hussein. C'était il faut sauver les Kurdes de Saddam Hussein. En Iran, c'est la même chose. Le régime théocratique de l'Iran persécute continuellement les Kurdes.
En Syrie, encore là, c'est la même chose. Et surtout, parce qu'on voit que c'est là qu'il y en a le plus, en Turquie. Je ne veux pas faire un épisode là, sur les relations turques et kurdes. Je veux simplement dire que depuis là, plusieurs décennies, il y a une guérilla active en Turquie et à la fois là, des mouvements pacifistes, mais aussi terroristes de différentes factions kurdes en Turquie qui bourrassent. Hein? Qui bardasse Qui même, bourrasse. je parie. La Turquie considère que le PKK, là, qui est l'organisation politique des Kurdes en Turquie, c'est une organisation terroriste et mène là une guerre là, vraiment sans merci. Là. C'est de nombreuses infractions aux droits de l'homme et quelque chose là, qui noircit beaucoup le portrait là, de la Turquie là, qui aimerait bien se prétendre comme étant un pays moderne et européen. Tu sais. Je me rappelle même quand la Turquie est entrée dans l'Union européenne aussi, là, il y avait eu beaucoup de heurts à ce niveau-là. Je me souviens de ça. Absolument, absolument. Puis l'endroit où les Kurdes, à date, ont réussi à avoir le plus d'autonomie, c'est ce qu'on appelle le Rojava. Puis là, je le prononce tout croche là, parce que je ne suis pas un Kurde. C'est Rojava. C'est la zone kurde en Syrie. Parce que comme on le sait, il y a une guerre civile en Syrie depuis 2011. Et le gouvernement, les Kurdes ont pris les armes et ont réussi à tasser le gouvernement de Bachar al-Assad, qui est soutenu par Moscou. Ah, c'est rendu en Kurdie, là. Ben, c'est ça, c'est le Kurdistan. C'est une zone que les Kurdes ont leur propre gouvernement. On se rappelle quand il y a eu l'État islamique en 2014, là, qui s'est mis à conquérir plein de territoires dans ce coin-là. Ouais. Les Kurdes du Rojava qui ont été sur le front line, aidés par le Canada et les États-Unis notamment, avec une couverture aérienne, ils ont réussi à repousser l'État islamique. Ils ont fait le gros de la job. Tu sais, les Kurdes, moi je leur lève mon chapeau. Mais ça a beaucoup agacé la Turquie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, la Turquie, ce qu'ils se disent dans le fond, c'est que maintenant, comme ce qu'on se considère comme des terroristes, ont un pays sur notre frontière à partir duquel ils peuvent s'organiser, ramasser des fonds, faire du recrutement, etc., etc. Et booster, dans le fond, la motivation des Kurdes en Turquie de devenir eux-mêmes indépendants et de se rattacher au Rojava. Hein, on comprend ça? Oui. Oui. Le président de la Turquie, c'est Erdogan. Il est là depuis... En fait, il est devenu président en 2014. Et autrefois, il était le premier ministre, parce qu'ils ont comme un premier ministre et un président en Turquie. Il était le premier ministre à partir de 2003, puis il est devenu le président en 2014. Il y a des méthodes dictatoriales. Je pourrais vous en épeler le chapelet longtemps. Ouais, j'ai jamais entendu personne me dire quelque chose de positif sur Erdogan, Positif à propos sauf d'Erdogan, Anna puis, l'information. Et il n'y a pas plus dictatorial que juste pour te Justin donner une Trudeau. idée à moi, quel je point pense. il est là depuis longtemps. Là. Avant d'être le premier ministre, là, il a été pendant longtemps le maire d'Istanbul, qui est leur plus grosse ville. Tabarnak, quand il a suivi la trail, genre, c'est... Ouais. Fait que, Erdogan, il est en année électorale cette année. On espère Et qu'il va qu'est-ce qui est bon dans une année électorale, Tommy? C'est le nationalisme. Mais C'est... plus spécifiquement, là, mettons, t'es un président turc en élection. Là. Gagner une guerre. Hein? Gagner une guerre. Gagner une guerre contre qui? Ben, contre des petites Kurdes sales là, qui arrêtent pas de vouloir vivre. Ouais, j'utiliserai pas ce langage-là, mais on comprend la blague. Oui, Euh, voyons, Moi, j'aime bien je les veux Kurdes. pas tuer de Kurdes, par contre. Il faut qu'il change d'attitude, par contre. Passe à la slide suivante, on va s'en aller, on va se plonger en 2016. Cette place-là, là. Ça arrêtera excusez-moi, jamais, on a excuse. l'impression. Hein. Il y a un autre slide avant la vidéo. Ça, c'est. Tu sais, j'avais parlé de la Syrie tout à l'heure. En fait, quand je parlais du Rojava tantôt, j'aurais dû mettre cette photo-là. Ça, c'est la Syrie en février 2021. Tu vois que ce qui est vert, c'est les forces kurdes. Ce qui est comme genre bleu, c'est le gouvernement de Bachar al-Assad. Puis tu vois les différentes zones, les différents seigneurs de guerre, là, ce qui est Jihadist Force. L'État islamique qui a encore un petit bout là, qui est vert foncé. Et des seigneurs de guerre supportés par les Turcs, qu'on voit les zones rouges. Ouais.
Donc ça, c'est l'état de la guerre civile en Syrie. La carte date de février 2021, là, mais ça n'a pas beaucoup changé jusqu'en mai 2022. On va voir pourquoi dans quelques instants. Erdogan était beaucoup occupé avec la guerre en Syrie, hein, comme on peut voir là. Là, en 2016, il se passe quelque chose. Passe aux vidéos suivantes. Tabarnak, man. Arrêtez, là. Une arrestation diffusée en direct à la télévision. 60 rebelles turcs, les mains en l'air, se rendent aux forces de sécurité sur un pont du Bosphore. Lieu symbolique, c'est ici qu'a commencé la tentative de coup d'État cette nuit lorsque des militaires putschistes tirent sur des manifestants pro-Erdogan. Sur ces images, des soldats rebelles prennent en otage des journalistes d'une chaîne de télévision. Les militaires putschistes affirment se battre pour restaurer l'ordre constitutionnel et la démocratie. La riposte est immédiate. Malgré les tirs des rebelles, les partisans protestent en masse. Certains grimpent même sur les chars au péril de leur vie. Je suis soldat moi aussi. Je vous le dis, ils ne passeront pas. Ils ne franchiront pas le drapeau turc. Mais que se passe-t-il? Qui sont-ils? À son arrivée à l'aéroport où l'attendait une foule de sympathisants, le président encourage les Turcs à résister dans la rue. Cette action est une trahison, c'est un soulèvement. Et ils paieront le prix de leur trahison. Ils n'arriveront pas à dissoudre un gouvernement élu démocratiquement par le vote du peuple. Une nuit sanglante, on compte une centaine de morts et près de 2000 militaires ont été arrêtés. Kim Jong-un, c'est un peu pareil. Tabarnak, hein? C'est... OK. Il y a eu on voit comme comment je peux dire ça? Diriger la Turquie, c'est pas quelque chose de facile, hein? Non. Tu as beaucoup d'ennemis. Ils ont essayé de tasser Erdogan en 2016. C'est un peu nébuleux, là, qui était qui, comme à quel point... Parce que c'était des éléments bien placés dans l'armée qui ont essayé de renverser le gouvernement. Puis ça a fait des clashs entre différentes factions de l'armée turque. Beaucoup de ceux qui ont réussi à échapper, dans le fond, parce que là, dans le fond, Erdogan a réussi à rester en place. Et a suivi une grosse répression des militants là, qui avaient essayé de le tasser. Oui. Beaucoup de ces militants-là se sont sauvés en Finlande et en Suède. Suède? Oh, oui, Depuis la Turquie. On peut comprendre pourquoi. Hein. Oui, ils se sont sauvés dans les pays scandinaves. Aussi pour la Finlande et la Suède ont tout le temps été les principaux, je pourrais dire, défenseurs des Kurdes dans la diplomatie européenne avec la Turquie. Ils ont tout le temps été comme l'espèce de soulier dans le caillou de la Turquie. Là. Okay. À partir de 2019, ils ont mis plusieurs sanctions sur la Turquie, eux-mêmes de leur bord. Là, genre, OK. Pas au nom de l'Union européenne, là, mais comme la Finlande dit, on ne vend plus tel stuff. Bon, ouais. Continuellement, là, ils ont poké Erdogan. Hey, change tes méthodes, hein? Un peu dans l'esprit d'Helsinki, hein, qu'on pourrait dire. Ouais, OK. Fait que maintenant que la Finlande et la Suède ont fait leur demande à l'OTAN, Erdogan s'est dit Payback. Je suis mature. C'est ça qu'il s'est dit, Erdogan. Ouais. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs. Hein. C'est essentiellement fondé sur ces sanctions-là que. Oui, ça, son objection à ce que la Finlande et la Suède fassent partie de l'OTAN, c'est en fait, ce que Erdogan dit, c'est donnez-moi quelque chose. Tu sais, comme je ne vais pas vous donner ça gratuitement, puis présentement, vous me faites beaucoup chier. Ou enlever des sanctions sur moi, puis. C'est ça. Puis là, tu vas voir, c'est mieux que ça. Puis quand que je dis que le conflit de l'Ukraine déborde, là, check bien ça. Passe pas la slide suivante tout de suite, regarde, suppose. Juste mentionner que Erdogan a convoqué les ambassadeurs de la Finlande et de la Suède à Ankara, qui est la capitale du pays. Là. Oui. En ce moment même, il y a des négociations là, à l'heure qu'on se parle. Là. Ici, il est 22h, là, ça se jase en ce moment. Là. Oui. C'est là la question que tous les politologues se posent. C'est qu'est-ce que la Finlande, ou plutôt, je vais faire une caricature, là. Qu'est-ce que le monde libre va sacrifier pour que la Finlande et la Suède puissent être dans l'OTAN? Qui c'est qu'on va donner en sacrifice à la Turquie? Ah, pas des Kurdes encore? Hein? Pas des Kurdes encore? OK, ça se décide, là.
Tabarnak. Les Kurdes, ils gossage. s'en prennent plein la gueule, hein, j'ai l'impression. Ben oui, mais... Où qu'ils aillent. Vends pas les punchs. Vends pas les punchs. Ils peuvent-tu arrêter d'être Kurdes? On peut-tu lui demander ça? C'est-tu possible? C'est comme d'être gaucher, puis tu travailles de la main droite. Tu te dékurdises. Non, mais il va se défendre. Passe à la slide, c'est bon. Wesh, calvaire. Mais Jason, juste avant que tu continues, est-ce qu'il y a une autre population, il me semble, qui est maltraitée en Turquie, mais je sais plus si elle fait partie des Kurdes ou si c'est une autre population. Ça doit être les Turcs, la manière de jouer ça. Peut-être que t'es... Les Arméniens, là, parce que là, en 1916, les Turcs Arméniens. qui ont tué 1 million d'Arméniens, là. Le fameux génocide arménien. Arrêtez de tuer du monde, calvaire! Oh non, mais c'est sanglant, ces régions-là. Mais c'est super facile, tuer personne! Je me force pas, j'ai jamais tué personne! C'est le contraire qui est tough! Tu tuer quelqu'un, faut que tu fasses un effort, faut que tuer personne, tu fumes de la dope, t'es chevaux de jouer au Nintendo, tu tues personne! Va chevaux jouer à Mario, Erdogan! Chris de tranche de jambon passé date! Déplaie mon casque! Excuse-moi, Jason. Fait que il y a... Ça, c'est quoi? C'est mai 24? Pas bien la date. Je vois mai 23. Mai 23 de 2022. Le 23 mai Le mai 2022. 23, là, on s'entend, c'est il y a 3 jours. Là. Ça fait pas longtemps. Erdogan a annoncé qu'il lançait une opération militaire contre le Rojava. Non. La zone kurde en Syrie. Mais quel enfoiré. Donc là, il a mobilisé ses troupes et il les envoie. Puis pour lui, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est une façon de régler comme 3 problèmes en même temps. Il va tordre le bras des Finlandais puis des Suédois pour voir, tu sais, comment... pour qu'ils arrêtent de l'écœurer. Ouais. Il profite du fait que tout, comme le monde entier, soit sur l'Ukraine pour aller régler son problème avec les Kurdes. Tu vois, là, c'est pour lui, là, c'est... En plus, il est en année électorale. Tu vois, il dit notamment la cible principale de mes opérations, c'est les zones à partir duquel ils font des attaques contre notre pays. Là, ça dit dans le paragraphe à droite, ça, c'est les analystes qui pensent ça. Là, il va probablement se passer dans le nord de la Syrie, où les Turcs là, sont quand même installés depuis 2016, contre, tu vois, le Kurdish People Defense Unit, le YPG. Ça, c'est ce que je parlais, le Rojava. Là. C'est eux c'est les Kurdes qu'on aidait contre l'État islamique en 2016. Quand vous voyez PKK, c'est la version de ça, mais en Turquie. Okay. Sont comme séparés, là, ces deux organisations-kurdes-là. Mais les Turcs disent que, dans le fond, ça fait partie de la même mouvance de terroristes kurdes. C'est des Kurdes, c'est tous des Kurdes. C'est spécial, pareil, parce que moi, j'étais en France quand j'étais plus petit. Puis je me souviens qu'en rentrant de l'école au primaire, il y avait une affiche du PKK collée sur les murs, comme il y en avait beaucoup des affiches du PKK collées sur les murs. Mais on nous avait appris que le PKK, c'était des terroristes en Turquie. Et Erdogan n'était pas encore là, mais on nous les présentait comme ça. Beaucoup de pays de l'OTAN les considèrent comme terroristes, mais arment le YPG, là, qui est la branche syrienne en Syrie. Et, vous irez voir, il y a beaucoup de documentaires vraiment intéressants sur le Rojava en Syrie. C'est vraiment une espèce de laboratoire social, là, si je pourrais me permettre. Là. Il y a eu des grosses avancées, notamment sur le droit des femmes. Les femmes kurdes, ils ont notamment beaucoup participé eux-mêmes en tant que soldats dans la guerre contre les Turcs et l'État islamique. Mais ça leur a donné beaucoup de privilèges là, que d'autres femmes au Moyen-Orient n'ont pas. Puis je pourrais pas vous valider à quel point c'est fiable, là, mais il y a eu quand même de documentaires, de journalistes qui se sont rendus dans la zone kurde en Syrie, puis c'est quand même intéressant là, les affaires qui se passent là, en termes d'éducation aussi. Tu sais, t'as une espèce de grosse mobilisation. Là, ça peut... Pour construire de quoi de mieux là, que toute la zone ravagée par la guerre civile qui est autour. Là. Là, c'est Erdogan s'en vient tout chier ça, là, puis il profite. Puis là, c'est ça que je trouve fascinant. C'est que pour un peu comme régler à la fois la guerre en Ukraine et assurer les garanties. Parce que là, la Finlande a freak out là, à cause de Poutine, là, qu'on l'a vu là, dans leur histoire. Ouais. Tu sais, comme
est-ce que la Finlande va sacrifier, je veux pas dire sacrifier nécessairement, mais tu sais, faire comme, OK, c'est beau, faire ce que tu veux avec les Kurdes, mais laisse-nous rentrer dans l'OTAN. C'est ce qu'on va voir là, dans les prochains jours. Jason, ça se passe en ce moment, ce que je vous raconte. La puissance militaire de la Turquie par rapport aux Kurdes. T'as dit deuxième plus grosse armée d'Europe. La Turquie est la deuxième plus grosse armée de l'OTAN. La première, c'est les États-Unis. De l'OTAN? La Turquie a une énorme armée. C'est gros. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui, avec dérision, qui disent c'est un peu comme le cheap labor de l'OTAN. OK. Les soldats turcs un peu comme, mettons, quand on parlait des Russes, que c'est beaucoup des personnes qui venaient des régions éloignées pour faire la guerre présentement en Ukraine. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Même chose, même procédé. Sauf que c'est une armée beaucoup plus moderne que les Russes, là, parce qu'elle est armée avec du stock européen et américain. Ouais. D'ailleurs, les drones, la plupart des drones ukrainiens là, qui font des carnages dans les rangs russes en ce moment, c'est des drones fabriqués en Turquie. On les remercie. Mais leur puissance militaire en armement, elle est bonne ou ils ont juste une grosse armée avec beaucoup de monde? Ils ont de l'équipement de l'Europe. Ça va bien. Ça n'a jamais été testé. Parce que les Kurdes, c'est une insurrection. Hein? C'est des personnes dans un pick-up Toyota avec des AK-47. Cosmos disait, on peut appeler ça une guerre civile, qu'elle disait. C'est une guerre civile en Syrie. Puis quand ils ont affronté l'État islamique, la seule façon que le PKK pouvait avoir le dessus sur l'État islamique, c'était notamment le fait que au-dessus d'eux, il y avait continuellement les avions du Canada, puis des États-Unis, puis de l'OTAN, qui avaient comme une suprématie aérienne. Là, on s'entend que dans ce cas-ci, l'OTAN va pas... La Turquie est membre de l'OTAN. Les autres pays de l'OTAN vont pas s'en mêler, selon moi, mais les Kurdes ont perdu l'avantage qu'il y avait dans leur guerre contre l'État islamique. Il y a une image, je vais tout le temps me rappeler, moi, en 2014, c'était... il y avait une ville qui s'appelait... J'ai oublié le nom de la ville, là, mais qui était une ville kurde sur la frontière avec la Turquie que l'État islamique avait réussi à encercler. OK. Et tout ce qu'il y avait, là, il y avait comme... C'était surréaliste. Là. Du côté syrien, du côté kurde, dans la ville, tu avais des combats de rue épouvantables, là, de haute intensité. Vraiment une guerre là, de massacre. Et tu as une clôture, style la clôture qu'on avait à l'école. Là. Grosse clôture qui sépare la ville en deux, parce que de l'autre bord, c'est le territoire turc. Là, il n'y avait pas de guerre. C'était rempli de soldats turcs qui regardaient, dans le fond, comme tu regardes un feu d'artifice, là, qui regardaient les Kurdes se faire massacrer à quelques mètres de eux. Là. Ça l'avait beaucoup servi, là, ces images-là avaient beaucoup servi à mobiliser, notamment je me rappelle, ça renaît à Radio-Canada en continu, là, pour mobiliser l'effort de guerre pour dire, OK, on intervient militairement en Syrie avec nos avions F-18. Ça l'avait beaucoup marqué les esprits, mais je suis convaincu qu'en 2022, il n'y a plus grand monde qui se souvient de ça. Là. Il y a Bruno Morin, en tout cas, qui s'en souvient. On continue? Oui. Je pense que là, on est rendu à la sauce. Bring the sauce! Ben oui, parce que c'est comment? Je me rappelle plus quand est-ce que... Commencer à faire chaud, là, faut se rappeler. OK, oui, ça, c'est cool. Là, on va retourner en Ukraine et en Russie. Je sais pas si tu es capable de le faire jouer en boucle. Là. Ça, c'est un spectacle. On parlait de Saint-Pétersbourg tantôt. Alors, repasse-le avec du son. Vas-y. Ce qu'on entend en russe, c'est Fuck the War. Ah, Chris, hein? C'est un spectacle punk à Saint-Pétersbourg. Là, que je rappelle, c'est la deuxième plus grosse ville en Russie. Ouais. Et la propagande russe nous répète constamment là, le peuple russe est derrière Poutine. Oh, tu vois, c'est quand même un gros concert, là. Ouais. Les gens qui sont là savent que ils vont pas se faire arrêter parce que c'est comme une genre de grosse foule anonyme. Ouais. Mais là, ils peuvent laisser aller leur pulsion anti-guerre. On voit, hein, en plus, ça, si j'ai appris à compter des dernières années, ça, c'est 4 drasiliards de personnes. 4 trilliards. Ouais. Faut multiplier par 10 quand t'es pas là. Ben oui, puis il y a ceux qui voulaient être là, qui pouvaient pas être là. Il fait fret, c'est le printemps. Chris, ben, ça fait du bien à voir ça, Jason. C'est le fun, ça. C'est fantastique. Et j'adore cette vidéo-là. Là. Puis fuck la guerre pour vrai, là. Le Ben, ils vont... Comment tu dis en France, casquer?
Casquer. Quoi, ouais, ils vont se faire arrêter, tu penses? Casquer? Non, mais ils vont se faire casquer. Non, ils vont casquer. Non, hey! On veut s'approprier ta culture. Non, mais ils vont casquer. Je vais juste faire un petit résumé là, de la situation militaire. Moi, j'aime bien cette carte-là. Non, c'est eux qui vont payer pour. Ça veut dire que c'est eux qui prennent tous les risques parce que c'est leur public. Quand tu casques, oui, c'est leur public. Tu casques, ça veut dire que tu payes pour. Tu deviens comme le protecteur. J'aime ça. Non, tu mets du cash dans le casque qu'on passe. Ah, j'aime ça. Parfait. Tantôt, la vidéo sur Kakkonen, là, le président finlandais, là. S'il y en a que ça intéresse, là, vous taperez dans YouTube Kekkonen Nightmare. Hein, Nightmare, c'est cauchemar. Kekkonen, c'est K-E-K-O-N-N-E-N. Vous allez trouver la chaîne YouTube, ça s'appelle Krut, c'est K-R-A-U-T. Oui. Il y a plein d'autres vidéos là, tout aussi intéressantes que ce que je viens de vous décrire là. Ce que vous avez vu ce soir. Là. Le gars, il produit une quantité phénoménale de vidéos. Il a notamment fait un excellent vidéo qui s'appelle Pourquoi Noam Chomsky est une vidange. Je vous laisse aller découvrir. Là. Il est très, très, très critique envers Noam Chomsky. J'ai l'impression. Que Noam Chomsky, il y a un lourd passé de supporter plusieurs dictateurs, là, notamment les Khmers rouges dans les années 70 et le Civic dans les années 90. Fait qu'il explique tout ça vraiment en détail. C'est vraiment cool. Mais bref, on va revenir à nos moutons ici. C'est l'Ukraine! On voit l'évolution de la guerre. Ben ouais, on a un update. Ukraine. Le 24 février, on voit que là, l'armée rouge, là, elle attaquait dans 3 endroits, notamment Kiev, là, qui est en haut dans le nord. Ils essayaient de saisir la capitale pour renverser le gouvernement. Ils se sont pété les dents. Puis ce qu'on voit en fait en bas, c'est que graduellement, ils ont tous transféré leurs troupes pour se battre dans l'est de l'Ukraine et sur le bord de la mer Noire. Au fond, le but, c'est... Là, on est comme pas trop sûr. On a, dans d'autres shows avant, là, j'avais calé qu'il allait peut-être essayer de fermer l'accès à la mer de l'Ukraine là, pour les squeezer économiquement. Il semble qu'ils vont pas réussir à faire ça. Fait que là, ce qu'on pense, c'est qu'ils se consolident pour, dans le fond, essayer d'arracher là, le morceau est de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass pour le rattacher à la Russie. Passe à la slide suivante, s'il te plaît. Et hein, Donbass, c'est le coin ici. Là, c'est là que c'était plein de nazis, entre guillemets. Il y a des nazis partout. On contient tous... On voit, moi j'aime bien ce tableau-là, c'est les ambitions diminuantes de la Russie. Ah, j'aime ça. Vous vous souvenez de mes anciens shows, là? Ça c'est le fameux Donbass. Hein? On voit l'espèce de manœuvre d'encerclement que les Russes essaient de faire. En mars 2022, on pensait qu'il allait comme, tu sais, mettons, tu vois ça comme une pince, là? Ouais. Qui allait rejoindre les deux bouts, et dans le fond, tout annexer ce gros morceau-là. Mais ils n'ont pas réussi, notamment en haut, là où la flèche bleue commence, c'est la ville de Kharkiv, la deuxième plus grosse ville de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes de là. Après ça, au mois d'avril, on s'est dit, bon, il va prendre vraiment le Donbass, le cœur du Donbass, là, qui est la deuxième flèche. Ils n'ont pas réussi ça non plus. Là, présentement, ce qui se passe, c'est on voit là, la pince est plus petite, mais est de plus en plus proche. Là. Ouais. Ça, c'est les guerres, là, notamment le show d'il y a 2 semaines que j'avais fait. C'était ça qu'on voyait. Là, c'est une guerre de tranchées avec de l'artillerie surtout. Là. Ouais. On n'est plus dans des guerres de mouvement comme au début autour des grandes villes. Là. C'est vraiment, les Ukrainiens se sont... Pendant 8 ans, ils se sont fortifiés. Là. C'est pour ça que les Russes ils ont de la misère à passer. Et là, on voit en blague, est-ce qu'en juin, ils vont se contenter du petit rond non, va-t'en chevaux. Va-t'en chevaux, plus de bébelle. Pas d'Ukraine pour toi, t'as assez joué avec. Je vais vous montrer, passe à la carte suivante. Quand tu suis les trucs des militaires, là, vraiment plus en détail, ça c'est expliqué au commun des mortels, là. Mais en réalité, ça a l'air de ça. Là. Oh boy. Ça, c'est la même carte qu'on vient de voir. Là. Ouais. Là, tu vois, dans le fond, là, chaque petit carré, c'est une armée, puis avec des évaluations des forces en présence, puis ça. Puis tu vois, il y a une espèce de... comme une espèce de genre d'arbre de flèches rouges. Tu vois un peu en bas, là, comme à droite, là, je dirais. Là. Ben oui. Tu sais, regarde ça ici, là, t'es en plein dessus. Là. Ça, c'est les récentes percées là, de hier, puis avant-hier, des troupes russes. Là. C'est là qu'ils font les plus gros gains. Okay. Il paraît que là, l'armée ukrainienne a comme vraiment mangé une volée cette semaine. Là. Ça a été très tough, là, puis ils ont commencé à reculer. Là. Ah, fuck. Mais tu sais, en même temps,
je leur souhaite pas, là, mais je veux dire, tu sais, les ambitions des Russes ont quand même été contenues. Là. Ouais. Ça va jouer là dans les prochains jours, là, la guerre en Ukraine. C'est dans le fameux Donbass. Puis, c'est une grosse... Ça fait passer, il y a beaucoup de vidéos de vues de drones, là. On dirait la Première Guerre mondiale. C'est des tranchées, là, c'est des attaques contre des tranchées puis des bunkers. OK. Puis ils se tirent dessus avec des canons. Là. Les canons, tu vois même pas l'autre. Le canon, il tire à des kilomètres de distance. Fait que c'est une guerre une guerre de siège, là, une guerre statique. Ouais. Puis de haute technologie, parce que si tu tires avec un canon à plusieurs kilomètres, tu as besoin de comme la reconnaissance satellite pour dire... C'est les reconnaissances par drone. Le drone va te dire exactement où envoyer ton obus. C'est pour ça qu'il y a des grosses pertes des deux bords. Pas capable là, de viser là, exactement où ils veulent l'envoyer. Tranquillement, pas vite, on pourrait comme enlever les humains puis faire ça chacun chez nous sur Call of Duty. Là. Ça, c'est ce qu'on aurait si les Finlandais dirigeaient le monde. Bon, voilà. Bien Tout le monde sur son Nokia. Ouais. Fait qu'on continue? Hey, petite anecdote, j'ai lu sur mes recherches sur la Finlande, là, parce que leur plus gros partenaire, c'était les... leur plus gros partenaire commercial, ça a été pendant longtemps l'URSS, dans le temps de la guerre froide, parce qu'ils sont juste à côté. Quand l'URSS s'est écrasé, ben la Finlande s'est aussi écrasée économiquement, parce qu'ils venaient de perdre un de leurs gros partenaires commerciaux. Et qu'est-ce qui a sauvé l'économie de la Finlande à la fin des années 90, Tommy? La tectonique. Nokia. Nokia, ben tiens. Ouais. Plus personne n'a un Nokia en 2022, je pense. Non, c'est vrai. Je dis ça sous toute réserve, là. C'est vrai. C'est l'empire des flip phones. Donc, on va aller dans la sauce. Je me suis dit, après toute cette cour d'histoire, on se mérite de se mettre les deux pieds dans la sauce. Moi, je suis prêt à plonger, là. Russia One, la télé d'État russe. On va faire comme on a fait la dernière fois, Tommy, si tu permets. Oui. Ça va rocker, tu vas voir. Parle-nous ça. Ah, lui, je l'aime pas. Ça, c'est Solovyov, là, c'est leur Richard Martineau en Russie. La fois, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il s'émerveille à quel point les gens en Occident sont des crétins. C'est vrai, hein? Il est en train de faire comme un genre de long monologue, là. Là, elle a dit, j'ai été là pendant 7 ans. Oups, là, c'est un petit peu de misère. Recule là pour le fun. Vas-y du son, là, un petit peu de son. Là, il y a tellement de crétins. Ici, les crétins qui enseignent à l'université de Yale, on sait pourquoi ils n'enseignent pas à l'université de Moscou, hein? C'est parce que c'est des crétins. Même après avoir gradué de l'université, ils pensent qu'ils sont des Ernest Hemingway. Écoute, je sais, j'ai travaillé là pendant 7 ans. Ma soeur travaille à l'hôpital. Ça, c'est intéressant comme vidéo. Ils vont expliquer le V et le Z. Parce que là, tu sais, il y a des V et des Z partout, là, ce qui est écrit sur les tanks. Là, il est en train de dire... Dans le fond, ça, c'est du gros révisionnisme. C'est de la grosse bullshit. Comme je vous ai déjà dit, la lettre Z sur les tanks, c'était pour les différencier des tanks ukrainiens qui sont pareils. Oui. Là, pour leur propagande, là, ça passe à la télé d'État russe. Là, ils sont en train d'expliquer qu'en fait... Là, tu vois, il dit le Z, Zemlia. Ça veut dire la terre. Et nos forces au Donbass, avec la lettre Z, c'est parce que le Donbass, ça nous appartient. It is our land. Tu vois, il y a comme... tu vois, le V dans l'ancien alphabet slave, ça veut dire Izista. Puis là, il change d'alphabet, pour ça, il fait plaisir. Là. Tantôt, c'était cyrillique. Là, c'est complètement débile. Là, on est rendu dans l'ancien slave. L'ancien alphabet slavique. C'est ça, c'est un show à TV, il mangeait des hamsters. Puis qu'est-ce que ça veut dire, Izista? Ça veut dire pénis d'enraie, là. Ça veut dire de donner un fouettage, de donner une leçon. C'est un peu ça. Donc, nos forces qui ont vu la lettre V, ils étaient à Kiev. Pour juger les leaders de l'Ukraine. Pour leur donner un flogging, c'est une fessée. Ouais. À TV nationale, Pierre. La télé, ça, c'est écouté par des millions de personnes, là. Il y a des millions de personnes qui se font arroser, là. Ouais. Oui, ça, c'est du brainwashing constant. Donc là, le Z, ça veut dire notre terre. Heureusement qu'il y a des journalistes intègres comme Jérôme Blanchet-Gravel. D'occuper notre terre. Ouais. Une chance qu'il y a des enquêteurs comme Carl Giroux.
Découvre la réalité. Nous révéler. On comprend que... C'est complètement débile. Là. Tu vois, le prochain est tout. Je capote. J'ai pris la même formule, là. Ça va être de pire en pire, vous allez voir. Le succès devrait rester notre seule priorité. On ne devrait pas permettre à personne de rire de notre incroyable succès, il n'a pas dit. À propos de nos Regardez buts, nos objectifs. Je suis absolument convaincu que l'Ukraine, c'est notre... Il parle de l'Ukraine, là, que c'est notre terre. il pointe son cœur. Ça, définitivement, ça nous appartient. Historiquement, là, ça nous appartient. Ça, c'est constamment. Ils vont tout le temps répéter que le peuple ukrainien n'existe pas. Ils les appellent les petits Russes, ça va en passant. Là. Ouais. Ils disent, là, historiquement, l'Ukraine, là, ça a tout le temps été notre bitch, là, puis ils n'ont pas un mot à dire. Ça fait 8 fois qu'il dit que c'est son land, en tout cas. C'est à cause des erreurs qu'on a fait qui sont devenus un État indépendant. Ça, il le dit souvent aussi, l'erreur des gens qui étaient là avant Poutine. Là. Ouais. Tu vois, de la mésentente et de la trahison. La trahison de Gorbatchev. Ouais. Pendant ce temps, nos objectifs, c'est la guerre va déterminer nos plans. C'est quoi ça veut dire? C'est pas un plan. Si nous voulons demeurer sobres, nos objectifs doivent être sur qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que là, tu vois, ils préparent la population à quelque chose de moins gros que ce qu'ils ont déclaré au mois de février. Ouais. Ça, c'est préparer la population, là. C'est pas de mettre c'est plus dans... renverser le gouvernement, de dénazifier le gouvernement, là. C'est ça. C'est protéger le Donbass qui est comme ce qu'on est capable de pogner, dans le fond, là. Tabarnak. C'est pas plaisant, mais écoute, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On devrait pas essayer de ne pas laisser la question ukrainienne aux Mais Ukrainiens. en Russie, il y aura toujours que comme un problème aux prochaines générations. C'est nous, il faut qu'on règle ça. Là. Ça veut dire que la guerre doit se régler maintenant. Là. En passant, la petite madame que tu vois en dessous de lui, là, avec le micro, dans la petite madame rouge, là, la seule madame qui est sur stage, dans le fond, là. Elle, c'est l'éditorialiste en chef de RT News. Tu sais, quand des gens vous envoient RT News, c'est le carré vert, RT, R noir, là. Ça, c'est la Big Boss. Russian Today. J'ai des vidéos d'elle tantôt, là, vous allez voir. C'est la Amélie Poule russe. Oh. On sait pas c'est quoi qui va se passer dans les prochaines générations pour régler l'Ukraine maintenant. Il faut qu'on travaille là-dessus, là. Parce que l'Ukraine qu'ils aident n'existe plus. Avez-vous remarqué à quel point Blinken il parle comment que les Américains sont en train de vieillir parce qu'on leur fait des misères. Hein? Nous, les Russes, on est en train de les battre. Tu vois, là, il dit que dans le fond, Blinken, c'est le secrétaire d'État des États-Unis. Là, il dit au début de la guerre, il y avait les cheveux noirs, puis maintenant, il y a les cheveux gris. En passant, son grand-papa est de Odessa. Il a été sauvé par, là, il utilise le mot N. À la télé russe, let's go. Et c'est ça l'histoire qu'il raconte tout le temps. Tu sais, là, dans le fond, il parle en mal là, de l'ambassadeur américain. Là. Ouais. Regarde à quel point il a l'air vieux et gris. Je sais pas pourquoi la race de la personne qui l'a sauvé est importante. Ben... Je pense que c'est cave. C'est parti d'une gang pour qui c'est important. Ouais. C'est cave. Ils comprennent même pas le monde. monde. Ils sont vieux et gris et nous allons gagner. C'est quoi ce montage visuel? Commençons à leur montrer que nous sommes un gros pays. La traduction n'est pas tout le temps évidente. Là. Le russe, c'est quelque chose qui se traduit mal en anglais. Tu vois, là, il compare le State Duma, c'est le Parlement russe, puis US Senate, c'est le Parlement américain. Il faut comme des comparaisons. Là. Il va regarder dans le Parlement américain, c'est tous des gens qui ont les cheveux gris. On s'en tabarnak! Voyons donc, calvaire! Mais t'es en train de me dire que les Russes, ils gobent ça, là? Nous devons en discuter, là, dans le fond, ce que j'aimerais dire, c'est que les États-Unis, c'est un pays vieillissant. C'est hallucinant qu'il dit ça parce qu'un des pays qui a le plus gros vieillissement de sa population, c'est la Russie. Ça doit Cette dépeuplade là, incroyable là, chez les Russes.
Ils ont fait peu d'enfants dans les années 90-2000. Ben, ça a C'est un l'air pays plate en de vieux, crise, là. Tu te ramasses avec un monsieur, en tout cas. La TV a l'air plate, en tout cas. Ouais, on essaye d'amener du trouble sur la terre russe. On s'excuse de se faire attaquer par toi. Des fois, ils réussissent. C'est les nazis, hein. C'est ça que ça prendrait. Faut tuer tous les nazis. Basé sur notre prémisse que l'Ukraine est une terre russe. Tabarnak, là, on voit des vidéos de drones russes qui filment des canons ukrainiens là, qui vont se faire répéter. Ils vont tirer. Donc, ça va déterminer, cette guerre-là va déterminer si nous continuons d'exister ou pas. Là. Elle a frame ça comme c'est important, une guerre existentielle. C'est un affrontement à finir. Puis là, elle dit, nous allons exister dans un état meilleur qu'avant février, avant qu'on commence la guerre. Ben oui, sûrement. Nous allons boire du café à Kiev. Ça va bien se passer. Ben, tu pouvais déjà y aller. Pour nous, la guerre en Ukraine, c'est une répétition de plus gros conflits qui s'en viennent. Ah, dude, ta gueule. Ah, puis là, ils montrent Biden à côté. Nous testons et nous comparons les armes de l'OTAN avec les nôtres. Laquelle, sur les champs de bataille, qui a les meilleures armes? Ça va être. Nous allons apprendre pour les conflits futurs. On fait une répétition pour voir c'est quoi leur gun, puis après on va revenir avec des meilleurs guns. C'est la madame d'RT que je parlais tantôt. Ben oui, mais laisse pause. Il y a plein de gens là, qui m'envoient tout le temps là, des articles de RT News. Là. Hey Jason, tu devrais repenser ta façon de voir la guerre en Ukraine. Là. Tu devrais lire cet article-là. Là. Ton article de RT News, là, ça c'est la boss. Ouais, c'est la rédactrice en chef. Là. La ligne éditoriale, c'est elle. La ligne éditoriale. Fait qu'on l'écoute. Check bien comment elle est saucée. C'est elle qu'on a vu il y a 2 semaines qui disait que c'était pas grave s'il y avait une guerre nucléaire, on s'en va au paradis, nous les Russes, parce qu'on est chrétiens. Hey, c'est cave en tabarnak! Ah ben attends, ça, tu vois, là est pire. Alors, c'est pristine cave, là. On aurait pu, si on aurait désiré, on aurait pu régler la question de l'Ukraine en quelques jours. Même en heures. Mais on fait une opération spéciale, particulière. C'est pas une guerre, c'est une opération. C'est pas comme ça que les guerres se font. C'est-à-dire, on aurait pu les battre en quelques heures. Là. Nous avons de la pitié envers eux. Dans le fond, tu es en train de dire on se retient. Il y a beaucoup de gens en Ukraine qui sont de notre bord. C'est pour ça que là, on y va lentement. Dans le fond, elle justifie pourquoi ils sont en train de se faire planter. Ben oui, c'est sûr. C'est hallucinant. Tu vois le prochain? Wow. Ils croient tous que nous allons perdre et que c'est l'Ouest qui va gagner, hein, l'Ukraine et l'OTAN. Ils ne comprennent pas que c'est impossible. C'est simplement impossible, ça va jamais arriver. Soit qu'on gagne, soit ça va mal se terminer pour toute l'humanité. RT News, mesdames et messieurs. Vous êtes avec nous ou contre nous? Ouais, mais c'est comme si tu nous laisses gagner, sinon tout le monde meurt. Puis tout le monde meurt parce que c'est nous autres qui va pitcher une mission. There's no other way. Là, les gens demandent combien de temps ça va prendre, cette guerre-là. En termes de notre aliénation, de notre confrontation avec l'Ouest, je vois seulement une version des événements. Hein, c'est pour toujours. Wow. Tu bien la prochaine ligne. Habituez-vous, hein, c'est le même maintenant. Ouais, c'est votre nouvelle vie. J'aime pas ça quand les gens se plaignent que ils se sentent mal pour les enfants. Je pense qu'elle parle des enfants ukrainiens ou peut-être les enfants des Russes qui meurent là-bas. Là. Ok, c'est bon. Je me demandais si je sortais ma pancarte. Ah, je pense que tu peux, ouais. Pourquoi tu te sens mal pour les enfants? Les gens qui se sentent mal pour les enfants, ils n'ont pas étudié l'Ouest, le Brave New World. Tout va être fermé pour eux. Elle parle de nous, là. Vous devriez vous réjouir. Ce nouveau monde s'en va vers l'enfer. Dans 10 ans, vous allez me dire merci beaucoup. Merci beaucoup que mon enfant n'a jamais étudié dans l'Ouest. Tu sais, dans le fond, aller étudier aux États-Unis, au Canada.
Est-ce que ton enfant va demeurer quelqu'un de normal? Peu importe qu'est-ce qui va se passer, peu importe comment on se comporte. Check bien ça. Hey, je capote, dude! C'est comme si Alexis Cossette était chef de pupitre de Radio-Canada, tabarnak! Notre confrontation avec eux, ça va être pour le restant de nos jours. Interaméricaine des droits de l'homme. Ça fait 3 fois qu'elle répète la même affaire. Notre confrontation avec eux et pour le reste de notre vie. Mais pourquoi, madame, cette cave, calvaire de tout séché? C'est Noam Chomsky. Ben, ça, c'est Noam Chomsky qui était partagé par Glenn Greenwald, là, qui est tombé dans la sauce aussi. Je sais pas si tu peux le laisser. On va aller voir. En fait, là, je voulais comme closer mon show là-dessus. Tu as eu une excellente article qui a été partagé cette semaine. Parce que vous savez, Noam Chomsky a dit. Il répète pas mal la propagande russe. Là. Il dit que c'est un peu de la faute des Ukrainiens et de l'impérialisme américain si les Russes se sont sentis obligés d'envahir l'Ukraine. Puis dans cette vidéo-là, il dit carrément l'Ukraine, pour éviter là, que la guerre continue à empirer, il va falloir que l'Ukraine mette de l'eau dans son vin, qu'elle cède des territoires, qu'elle commence à négocier, négocier avec les fous qu'on a vus tantôt. Là. Ouais. By the way, l'Ukraine négocie tous les jours. Là. Tous les jours, il y a des négociations derrière les portes closes qui se font entre les deux pays. Là. Ce qui va régler la négociation, c'est comme où est-ce que la guerre où est-ce que les troupes vont être placées quand ils vont dire OK, on arrête ça là. Fait que moi j'ai un gros problème avec ce discours-là, c'est que les Ukrainiens n'existent pas dans le discours de Chomsky. C'est des pantins. C'est des pantins des États-Unis. Ça n'a aucune importance qu'est-ce que les Ukrainiens vont vivre sous une dictature russe ou whatever. Chomsky s'en fout. Pour lui, le mal, c'est les États-Unis. Puis il se met à répéter plein de bullshit. Puis j'ai remarqué que la bullshit qu'il dit, elle peut être déconstruite en 7 morceaux. C'est ça qu'on va aller voir, la fameuse lettre qui s'appelle « Réponse à Noam Chomsky ». Pas mal, tout le monde, la propagande russe utilise ces 7 morceaux-là. Tout le monde avec qui je débat, que je vois parler sur Internet, c'est tout le temps un de ces 7 morceaux-là. Je pense que c'est 9, là, je me rappelle plus trop exactement. Peut-être qu'on peut... Noam Chomsky, c'est quelqu'un qui a été très pertinent puis excessivement de gauche dans des années un petit peu plus, je dirais jadis. Ce qu'on voit, c'est un vieux monsieur en haut qui peut-être qu'il aurait dû se retenir de partager son opinion à ce moment-ci de la vie après avoir eu un impact conséquent dans les sciences humaines dans les années 70-80. Il est rendu à 95 ans. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est correct de passer à la POC aux plus jeunes. Je comprends qu'il y a d'un plus jeune en bas, peut-être qu'il veut des clics en s'affiliant à Samuel Grenier, là, mais Noam Chomsky, excuse. Voilà. Fait que c'est ça. Ça, c'est une lettre ouverte à Noam Chomsky. Excuse, je vais juste l'ouvrir de mon bord à moi. Oui, ça a été quand même assez big. J'avais partagé le lien. On va pouvoir aller vous rechercher ça. On va, juste après ça, écouter une tonne de Dépêche Mode et passer avec le dossier de notre invité Pierre. En attendant, il nous reste encore une petite tranche ici. C'est vrai que ça avait été une bombe. Donc, les gens qui ont écrit cette lettre-là... tu vois, si t'as Bohdan, là je vais massacrer leur nom, là, je m'excuse, Bohdan Kucharski, assistant professeur d'économie à New York, c'est tous des Ukrainiens, by the way, Anastasia Fedik qui est à Berkeley, Yuri Gorodnichenko aussi à l'université de Berkeley, et Ilona Sologub qui est Kiev, directeur des politiques économie de l'école d'économie de la capitale ukrainienne. Si tu peux juste passer à le truc suivant. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. C'est peut-être pas assez zoomé. Moi, je l'ai ouvert de mon bord. C'est bien parfait. Puis, je vous disais, eux, ils appellent ça des patterns. C'est les patterns qui remarquent dans la propagande pro-russe qui sont répétés par des gens comme Chomsky. Tu vois, le pattern numéro 1, c'est denying, refuser aux Ukrainiens leur intégrité territoriale, leur de souveraineté. Puis là, il mentionne une entrevue qu'il y a eu avec Jeremy Scahill en 2022 où il dit
que la Crimée est off the table. Là, ça devrait être les Russes qui l'ont parce que c'est à eux. T'sais. Puis là, il fait une espèce de bon rappel historique là, que l'annexation de la Crimée est en totale violation des traités que l'Ukraine avait avec la Russie, notamment quand que l'Ukraine avait donné toutes ses armes nucléaires à la Russie. C'était inclus la question de la Crimée dans ces accords-là. Il mentionne aussi que les habitants originaux de la Crimée, c'était les Tatars, qui ont été déportés de force par Staline en 1944. Ah, ouais, ça c'est big, ça. Ouais. Et que ceux qui sont encore là en 2014, il y en a beaucoup qui ont fui. Et que, dans le fond, ce qui explique, c'est que le gouvernement en Crimée russe, tu sais, c'est pas chouette, là. C'est pas comme la terrible Ukraine, puis en Crimée, les cheeseburgers font maigrir, là, parce que, comme il mentionne, depuis que l'occupation militaire est commencée en Ukraine, tu vois, il dit dozens of people have been persécutés, enfermés sur des fausses charges. Faire l'armée aussi pour rien. Tu peux pas dire ce que tu veux quand t'es en Crimée en 2022. Là. Ils t'arrêtent puis ils te foutent en prison. Pénis dans reste. Ouais. Fait qu'on passe à la pattern suivant. C'est vraiment intéressant cette lettre-là parce qu'il déconstruit vraiment là. Tous des points qu'on a déjà entendus. Tu vois, on traitait les Ukrainiens comme un pion sur un tableau d'échecs dirigé par les Américains. Tu sais. Ça, je l'entends souvent. C'est Philpo qu'on voyait tantôt, là, les tentacules de l'OTAN. C'est complètement débile comme argument. C'est de dire, dans le fond, que les Ukrainiens ne décident rien d'eux-mêmes. Ils sont tout le temps une marionnette. Alors que la grosse révolte qu'il y a eu en 2014, que ces gens-là n'arrêtent pas de dépeindre comme un coup d'État, alors que j'ai bien démontré que c'était pas le cas. C'est vrai. C'est vraiment une révolte, c'est viscéral chez les Ukrainiens quand tu écoutes quand tu étudies leur histoire, à quel point ils ont tout le temps mangé de la merde venant des Russes, puis c'est comprenable qu'ils veulent plus être associés à ça. Oui, c'est l'Holodomor, hein, on s'en rappellera de ça aussi. La famine qui en avait tué 7 millions et plein d'autres crimes, là, même très ordinaires, là, qu'on pourrait presque qualifier de banal. C'est l'oppression constante là, dans les années soviétiques, jusqu'à la chute de l'URSS. Vous avez parlé aussi des purges staliniennes là, qui avaient remplacé toutes les maires par du monde pro-Staline. C'est Khrouchtchev. Khrouchtchev, il était le gars assigné par Staline pour faire le ménage en Ukraine. Tu vas suggérer que la Russie est menacée par l'OTAN. Puis là, tu sais, il mentionne souvent Chomsky, puis il y en a plein d'autres qui le mentionnent, là, que le Bush père aurait fait une promesse à Gorbatchev. Jamais d'autres pays allaient joindre l'OTAN au-delà de l'Allemagne. Puis là, il déconstruit tout cet argument-là qui est de la grosse boîte. Oui. Et qui permet en fait d'arriver au fait. J'aime la formulation ici, Jason. Là, premièrement, notez que l'historicité de cette prémisse est vraiment fortement contestée par les intellectuels, même si la Russie est très active à en faire la promotion. Fait que ça sert à un narratif bingo en particulier, que ça existe. Oh, absolument. Voilà. Donc, ensuite, on a... C'est vraiment un des textes les plus solides qui a été écrit. J'aime ça. Ça serait pas pire une... C'est quoi ça? C'est le 4 ici. On est rendu. De dire que les États-Unis sont pas vraiment... Ça, on l'entend souvent. Là. Ben, les États-Unis sont pas vraiment mieux que la Russie. Là. C'est deux empires. Non. Alors, comme tu vas pas... Ce qui justifie la Russie, tu vas pas te faire mettre en prison si tu dis fuck Biden. Faire un peu moins que les États-Unis. Comment ça, t'as chié dans la soupe? Ben là, moi, j'ai vu un film à la TV, puis le monde, il chiait dans la soupe. Ça, c'est très important. Whitewashing, dans le fond, excuser les buts de Poutine d'envahir l'Ukraine. C'est de dire, dans le fond, les Ukrainiens sont des nazis. C'est pas la réalité. T'sais. Non, c'est vrai, ça, on l'a vu. C'est beaucoup là, de dire... c'est tout le discours sur les nazis ukrainiens comme s'ils dirigeaient le pays. Alors que, je le rappelle, Zelensky, c'est un russophone juif. Ça fait aucun sens. Le numéro 6, assumer que le Poutine est intéressé à une solution diplomatique. Ça, c'est très squeeze parce que, dans le fond, ça dit... Parce qu'on dit souvent, puis je pense que tout le monde l'espère, que ça va se régler diplomatiquement. À un moment donné, il faut que la guerre elle arrête. C'est vrai. Mais comme ils font ici,
c'est Poutine qui a commencé cette guerre-là. C'est lui qui a pris l'initiative c'est gros, là, c'est déplacer des grosses armées, d'attaquer. Tuer du monde. C'est lui qui envahit, c'est à lui de l'arrêter. Mais s'il montre aucun intérêt à vouloir négocier, t'es un peu fourré de dire faut qu'on négocie. S'il te plaît, négocie pendant que tu tues du monde. S'il te plaît. Tu vois, là, il mentionne la question nucléaire. Ça, avec eux, là, mais tu sais, dans le fond, c'est de dire tout le temps, c'est de penser que cette guerre-là va inévitablement mener à une guerre nucléaire. Eux, ils remettent ça un peu en question, là, tu sais, comme ils disent, comme c'est pas comme les Russes veulent autant survivre que nous, là, fait qu'ils vont pas nécessairement aller là. Ouais. Mais ça devient une autre discussion, hein. On a vu... oui, c'est un autre débat. On a vu avec les armes nucléaires, puis le DEFCON, puis ces affaires-là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, toi? Je sais pas, mais on a vu des gourous liquider leur communauté. On a vu des gourous liquider leur communauté. Tu sais, moi, ce genre de gars-là, il opère une secte qui est immense, mais voilà, c'est effectivement. Un peu la même bullshit. Puis même la dernière slide qui close le show. Voilà. Et après celle-là, Ah, OK. Puis ça nous ramène ça, aussi... c'est juste les signatures de la lettre. Des personnes qui ont écrit. Ça nous ramène aussi à... Ah, non. C'est ça dit à Chomsky... OK, ça, c'est mon histoire favorite de la Deuxième Guerre mondiale. De toutes les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a rien qui me rend autant de plaisir que le gars, il est sur le Aimo spade. Koivunen. Connais-tu cette histoire-là, Pierre? Non, pas du tout. Aimo Koivunen, là, écoute, c'est mon histoire favorite de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai de la misère à prononcer son nom. Il y a un nom quand même cool, là. Aimo Koivunen. C'était un soldat finlandais dans la guerre contre l'URSS que j'ai parlé en début de show. Ça, c'est ce qu'on voit son portrait à gauche. Ce qu'on voit à droite, le pyrvitin, hein? Il y en a 0,015 grammes. Méthamphétamine hydrochloride. Dans les années 40, dans les années 30 et 40, c'était possible d'acheter du cristal meth à la pharmacie. Vous me suivez jusqu'à là? Ah, écoute, on est là. C'est une drogue, la meth. C'est du speed. Ça, je trouve que c'est la meilleure histoire de Stoner. Donc, les soldats à la Deuxième Guerre mondiale, tous les camps confondus, donnaient de la meth à leurs soldats pour les garder réveillés. Pourquoi pas? Les Allemands, ils appelaient ça le Panzer Chocolat parce que c'était sous forme de tablettes de chocolat. OK. Les Finlandais, eux, avaient ça, c'était comme des Tylenol là, dans un petit pot. OK. Que notre ami ici, Aimo Koivunen, en 1944, il est tombé avec son unité, il est tombé dans une embuscade de soldats soviétiques. Puis là, on est en plein milieu de l'hiver 1944 et ils sont en ski. C'était la guerre entre la Finlande et l'Union soviétique, l'hiver, ça se passait beaucoup en ski. Les soldats se déplaçaient en ski. Fait qu'ils tombent dans l'embuscade et ils se poussent. Comme ils battent en retraite, il faut qu'ils se sauvent. Parce qu'ils vont pas gagner cet engagement-là. Dans la panique, Aimo veut se prendre... Parce que ça fait plusieurs heures là, qu'ils font du ski pour se sauver de où ils ont tombé dans l'embuscade, là, de sauver des Soviétiques. Il commence à avoir une petite faiblesse, fait qu'il dit « Je vais me prendre un cap de méthamphétamine. » Mais le problème, c'est qu'il y a des grosses mitaines. Il a été blessé pendant l'engagement, puis il n'est pas capable de sortir une pilule du pot. Ce qui fait notre Aimo, c'est qu'il prend, dans le fond, une fois qu'il a ouvert le top, il cale la bouteille au complet. Ah, taberschnaggers! Il évalue que, dans le fond, cette bouteille-là, c'est 30 fois la dose recommandée à l'époque quand tu veux prendre une pilule de meth, là. Fait que selon l'histoire, selon les récits finlandais, il a fait du ski pendant 250 000. Je ne l'ai pas en kilomètres, là, vous m'excuserez. C'est 400 km. J'ai checké sur Google Maps, puis c'est Montréal-Rivière-du-Loup. 400 km. One shot. Montréal-Rivière-du-Loup sur le Crystal Meth, one shot. En hiver?
Oui. Il a-tu arrêté de pisser? Il a-tu bu, hiver. manger quelque chose? Il est parti. Oui, il mangeait, il dit qu'il mangeait, il pognait des oiseaux et des pine balls, c'est des les cocottes de pain, là. Ouais. Les arbres de pain. Il attrapait n'importe quoi, le gars. Tout ce qui était en haut, là, il volait. Mais il a continué à skier pendant 250 000. En fait, il est revenu en Finlande, là, parce que c'était en territoire soviétique. Là, rendu à moitié chemin, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa tuque. Il est retourné à chercher. Sacrement de style de ouf. Ils disent que, parce que là, quand ils l'ont trouvé, ils l'ont mis à l'hôpital, son cœur faisait du 200 battements par minute. Il faisait des heures et des heures qu'il était parti. Là. En fait, c'est sur plusieurs jours. Là. Il a pas fait ça, c'est pas une journée. Plusieurs journées à skier sur le cristal. Ben oui. Et c'est mon histoire de stoner favorite et c'est mon histoire de la Deuxième Guerre mondiale favorite. Il a été décoré, là. C'est pas son seul. Fait Il d'armes. a fait d'autres choses pendant la guerre, là. Mais Il y a ça, de la c'est comme dope, j'espère. la meilleure anecdote là, qu'il raconte. Là, puis c'est surtout pour ça qu'il est reconnu. C'est le gars qui a fait le plus long ride de ski sur le Crystal Met ever. Fantastique. Ils se font pas chier, les Finlandais, hein. Oh! Je suis la belle bourrasse, c'est. Ben ouais, hein. Voilà, ça finit ce segment Jason Selected. On va écouter. C'est un de mes vidéoclips préférés de tous les temps. Pas de joke pour vrai. Dinosaur Jr. Feel the Pain. Juste au retour, l'intro au mystérieux bloc de